Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Mon nom est Sandrine Sangué et ma passion est de toujours mieux me connaître et d'aller vers un amour toujours plus inconditionnel de moi-même et d'accompagner les personnes à faire autant. Dans cette vidéo et dans les prochaines, je vais répondre à une série de questions qui m'ont été posées et dont je trouve qu'il est vraiment important de bien cerner tous les contours pour mieux appréhender la suite, à savoir comment faire passer l'ombre dans la lumière. La question à laquelle je vais répondre aujourd'hui a été posée par des personnes qui étaient gênées que je ne me présente pas professionnellement au début de mes vidéos. Et ceux qui me suivent commencent à connaître mon approche de me baser sur des exemples pour mieux étayer mes propos. Aujourd'hui, pour le faire, je vais m'appuyer sur deux vidéos que je vous recommande très chaudement d'aller regarder parce qu'elles sont extrêmement riches en informations. Quand j'étais à l'école, j'ai appris dans mes livres d'histoire que lorsque les premiers Européens sont arrivés sur le continent africain juste avant la traite négrière, ils ont trouvé des peuplades d'individus sauvages, d'individus primitifs qui n'étaient pas réellement organisés en société et de toute façon qui n'avaient rien réalisé d'édifiant. Pour la petite histoire, j'ai été quelques mois dans le début des années 90 en Biélorussie et ils nous demandaient encore où est-ce que nous avions laissé notre queue de gorille ou de singe ou ce que vous voulez. Et on leur disait qu'on l'avait laissé à l'aéroport en arrivant et on réussissait à leur faire gober ça. Donc c'est vous dire comment l'histoire est enseignée dans les écoles. Sauf que lorsque les historiens ont voulu savoir quel était l'homme le plus riche du monde de tous les temps, regardez ce que ça donne. En 1312, quand il prend le pouvoir, il hérite de toute une série de titres. Roi des rois, Lion du Mali, et peut-être le plus important de tous, Seigneur des mines. Une enquête a classé Mansa Musa comme l'homme le plus riche de tous les temps. Sa fortune a été estimée à 400 milliards de dollars. En comparaison, Bill Gates est arrivé 12e avec quelque chose comme un quart de la fortune de Musa. C'est un des personnages historiques les plus incroyables qui soit et peu de gens en ont entendu parler. Mansa Musa dirige un immense empire africain. L'Empire du Mali possédait les plus grands gisements aurifères connus. D'après ce document, on peut donc voir que les Africains étaient organisés en empire au moins 2 siècles avant le début de la traite négrière qui a commencé, je le rappelle, au XVIe siècle. Et d'après le professeur Omotunde qu'on ne présente plus, l'empire malien était le plus prospère et le plus puissant du monde de cette époque-là. Il y a donc là quelque chose qui cloche. Si vous êtes comme moi, au mieux, vous êtes perplexe, au pire, vous vous dites qu'on vous a menti. Je ne suis pas une historienne, mais je pense vraiment qu'il est important pour chacun de nous de connaître la vérité sur ses origines pour mieux avancer. Connaître d'où on vient pour mieux décider où on va. Et l'exemple que je viens de prendre n'est pas uniquement destiné aux Noirs, aux Africains, qui ont peut-être ce besoin de redorer leur blason. Il est destiné à tout le monde. Regardez ceci. Les mégalithes sont étudiés pour la première fois au XVIIe siècle. On les attribue alors aux Romains. Au XIXe siècle, avec la montée du nationalisme, on considère que de telles constructions ne peuvent être que le résultat du génie de nos ancêtres celtes. C'est le début de la celtomania, propagande pour la grandeur celtique qui transforme les dolmens en hôtels pour les sacrifices humains. Le mythe a un immense succès. Il est repris dans la littérature par Chateaubriand et même dans un opéra de Bellini.
Les dolmens et les menhirs sont des œuvres de la préhistoire. Ce sont de véritables monuments qui peuvent peser plus de 15 tonnes. Ils ont été érigés au néolithique, c'est-à-dire à partir du 7e millénaire, et on va les retrouver à travers toute l'Europe. En Belgique, il existe des sites importants, comme Wéris et Lamsoul. Les dolmens, ce sont des tombes, et le matériel archéologique qu'on y a découvert date aussi du néolithique, c'est-à-dire 2000 ans avant l'arrivée des Celtes. C'est donc une preuve archéologique qu'il s'agit bien d'œuvres de la préhistoire. S'il était évident que les mégalithes étaient préhistoriques, pourquoi alors les avoir attribués aux Celtes ? Les vestiges archéologiques sont parfois pris en otage pour faire de la propagande. On constate d'ailleurs au XXe siècle que le nazisme, le communisme, les nationalismes ont parfois coloré la lecture et la transmission du patrimoine préhistorique européen. En fait, la société se projette dans sa vision du passé. Inconsciemment, c'est nous-mêmes que nous cherchons à apercevoir dans le miroir du temps. Là encore, l'histoire, cette fois-ci du continent européen, aurait-elle été falsifiée? Pour le troisième exemple, l'affaire débute dans les années 70, lorsqu'il a fallu rédiger l'histoire générale de l'Afrique depuis l'apparition des premiers hominidés sur ces terres jusque dans les années 70. Et voilà ce que ça donne. Est-ce qu'on allait s'enfermer, je dirais, dans une discussion africo-africaine? Ça a été, je dirais, le côté extraordinaire de l'UNESCO, c'est de permettre une réunion de chercheurs internationaux qui allaient pouvoir débattre de la question. Donc ça, jusque-là, c'est OK. Maintenant, lorsque l'UNESCO demande au professeur Cheikh Anta Diop de se pencher sur le chapitre qui va concerner l'histoire antique africaine avec la civilisation de l'Égypte, le professeur Cheikh Anta Diop dit que je ne veux pas rédiger cette partie seul dans mon coin. Puisque dès que je vais publier mes écrits, ils vont être attaqués par tout le monde. Et il sera trop tard pour faire un débat d'aéropage de savants. Alors, moi, ce que je propose, c'est que nous allons débattre de cette question dans un cadre ouvert et scientifique, en demandant à tous les pays occidentaux d'envoyer leurs plus grands spécialistes dans ce débat. Et moi, je prévois d'avoir 2 autres spécialistes africains à mes côtés, dont le professeur Théophile Obenga et le 3e qui n'a pas pu venir. Bon. Maintenant, il dit qu'il faut donner 1 an d'avance aux spécialistes pour qu'ils aient le temps de retenir cette date-là dans leur agenda et pouvoir effectuer leur déplacement et préparer leur intervention dans le cadre du débat. Donc l'UNESCO organise ce colloque au Caire en 1974. On se retrouve face à 2 camps. Il y a le camp de ceux qui disent que les Égyptiens étaient noirs. C'est le camp du professeur Diop et du professeur Obenga. Il y a le camp de ceux qui disent que les Égyptiens étaient des noirs à peau blanche, étaient des blancs à peau noire. Pardon, faut voir l'affaire. Des blancs à peau noire. Des blancs à peau noire, c'est écrit dans le document de Jean Vevis. C'est des blancs que personne n'a jamais vus. Des blancs à peau noire et à cheveux crépus. C'est-à-dire c'est des blancs qui existent seulement lorsque quelqu'un a fumé quelque chose ou a bu de l'alcool. Mais dans le monde réel, ces blancs-là n'existent pas. Et vous vous retrouvez, non mais il faut comprendre l'affaire, vous vous retrouvez avec un aéropage de savants qui vient discuter de choses sérieuses avec une thèse qui est absurde. Bon. Mais la chose, c'est que la direction de l'UNESCO, qui a organisé les débats et qui a eu l'occasion de s'entretenir en privé avec les chercheurs internationaux, s'est dit que s'il n'y a que 2 spécialistes africains face à un aéropage de savants internationaux, ça va être quand même une raclée pour les spécialistes africains quelque part, parce qu'ils vont avoir des spécialistes en tout, en égyptologie, en anthropométrie, en fait, vraiment des gens qui vont venir avec leur technicité pour démonter leur thèse. Démonter leur thèse. Mais que dit la direction de l'UNESCO? Dès que le débat a commencé, alors qu'ils pensaient que les Occidentaux avaient des arguments sérieux, c'est-à-dire avaient des éléments probants, c'est-à-dire des fouilles archéologiques, des preuves scientifiques, des tests d'ADN, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on se rend compte? Ils se rendent compte que, en fait, ils n'ont rien. C'était de l'idéologie. Et lorsque le professeur Diop et le professeur Obenga ont commencé à matraquer, ils ont été complètement déstabilisés. Et moi, je vais vous poser une question. Vous imaginez bien que le colloque du Caire a été enregistré. Où est l'enregistrement des échanges?
Vous comprenez bien que le colloque du Caire a été filmé. Où se trouve le film du colloque du Caire? Pourquoi on cache? Pourquoi tout ça est caché? Puisqu'on dit que c'est un imposteur. Montrez les documents. Voilà que ces gens-là ont pris une raclée au colloque du Caire. Il y a eu le colloque de Barcelone auquel le professeur Obenga a participé, où il a mis une raclée. Il y a eu un autre colloque en Afrique à Dakar où ça a été encore une raclée. Pourquoi les thèses du professeur Diop, largement démontrées et d'après le professeur Omotunde, irréfutées et irréfutables par ses pairs, pourquoi ces thèses-là ne sont pas enseignées dans les écoles du monde entier? Le professeur Diop, il a dirigé un laboratoire de carbone 14, l'IFON à Dakar, qui est en liaison avec le CEA à l'énergie atomique à Gif-sur-Yvette. Il a été membre du comité scientifique donc à l'UNESCO pour la rédaction de la collection Histoire de général de l'Afrique et même les projets de l'UNESCO contre le racisme. Le professeur Cheikh Anta Diop y a pris part, et sans compter le fait que sa thèse de doctorat d'État, il l'a eu à Paris. Il est spécialiste du carbone 14, il vous donne des dates, des datations, des choses précises. Le quatrième exemple est beaucoup plus contemporain, il nous concerne actuellement. Regardez. Nous avons créé une coordination que nous appelons la coordination santé libre. Elle regroupe les collectifs de médecins, de soignants et de scientifiques qui ne partagent pas la gestion sanitaire actuelle. On représente, entre autres, plus de 30 000 médecins, autant de soignants et plus de 100 000 citoyens. 160 000 personnes, dont 60 000 soignants, organisés en un collectif en désaccord total avec les mesures prises par le gouvernement pour gérer la crise sanitaire. Car bon nombre d'entre elles ne reposent sur aucune base scientifique. C'est inédit, on ne l'a jamais vu, 60 000 soignants qui s'organisent en un collectif contre des mesures gouvernementales. Et pourtant, ces mesures auraient été prises sur la base de recommandations dictées par un conseil d'experts. Et pour la petite histoire, ce collectif a créé un conseil scientifique qui va proposer des mesures au gouvernement en parallèle de celles proposées par le conseil scientifique officiel. Et dans ce nouveau conseil qui a été constitué, chaque membre a déclaré publiquement de n'avoir aucun conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Déclaration publique qui n'a pas été faite par tous les membres du conseil scientifique officiel actuel. Vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que je ne me présente pas en tant qu'experte en quelque domaine que ce soit. Je fais une brève description de mon cursus professionnel dans le descriptif des vidéos pour donner quelques repères. Mais sur cette chaîne, je n'ai ni la casquette d'une enseignante, ni la casquette d'une experte de quoi que ce soit. Ma seule légitimité est celle d'être un être humain qui apprend des expériences qu'il vit et qui a envie de partager ses compréhensions avec d'autres personnes. L'objectif ici est de faire grandir l'esprit critique en chacun de nous, c'est-à-dire trouver des repères pour aller vers la vérité. Et ces repères ne sont pas à l'extérieur de nous, mais bien à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il faut arriver à construire un socle solide en béton, de telle sorte que si nous sommes en face d'informations renversantes, nous pouvons peut-être vaciller, mais nous n'allons pas nous ébranler. Parce que si on ne peut plus avoir une confiance totale et aveugle en ce qu'on a appris à l'école, si on doit remettre en question tout ce qu'on a appris à l'école, c'est tout un système de croyances qui s'écroule. Il est donc important que nous ayons des bases intérieures solides pour faire face à de telles informations. Et ces bases solides consistent en développer son esprit critique. Et ça passe par apprendre à se faire davantage confiance. Apprendre à avoir davantage confiance en son propre raisonnement, en sa propre capacité d'analyse. Même si le point de vue qui en découle est totalement contraire à celui de votre entourage.
Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison, disait Coluche. Et j'adhère complètement. Alors moi, je vais vous dire comment je procède pour augmenter ma confiance en moi. Ça passe à nouveau par le corps. Je prends le temps de réellement me mettre à l'écoute de mon corps. J'observe tout ce qui s'y passe quand j'ai l'information que ce qu'on m'a appris à l'école concernant mes origines ne sont peut-être pas vraies, ne sont probablement pas vraies. Et là, j'observe qu'au niveau de mon cœur, ça se serre. Et je ressens comme un coup de poignard parce que j'ai l'impression d'avoir été trahi. J'ai l'impression que ma confiance a été trahie. J'ai l'impression d'avoir été abusée. Et je continue d'observer et je sens qu'il y a des tensions dans mon corps, surtout au niveau de mes membres, au niveau des bras, parce qu'il y a une part de moi qui dit « mais c'est pas possible, tout ce qu'on apprend à l'école c'est vrai, c'est impossible, c'est n'importe quoi ce que tu es en train de dire ». Il y a une part qui dit « mais regarde, tu as un document qui t'apporte certaines informations, ça vaut le coup d'aller creuser. Es-tu sûr, absolument sûr qu'on t'a dit la vérité à l'école ?» Voilà, j'ai ces parts antagonistes qui se manifestent à l'intérieur de moi et je les observe. Puis vous commencez à connaître le processus. Je fais l'espace à l'intérieur de moi, je les accueille à l'intérieur de moi, je respire là-dedans. Et puis j'ai mon mental à qui ces ressentis désagréables ne plaît pas et il a juste envie que je sorte rapidement de ce processus. Et alors il m'apporte des réponses rapides, claires, nettes, pour calmer le tout. Mais ce sont des réponses de sauvetage. Parce qu'il n'a pas envie d'aller creuser plus loin. Il a juste envie d'arrêter de souffrir. Il a juste envie que moi, j'arrête de souffrir. Et donc, je l'observe, mon mental. Je l'accueille à l'intérieur de moi. J'admire vraiment sa créativité, sa réactivité et le fait qu'il fasse de son mieux pour m'éviter de souffrir. J'ai vraiment de la gratitude pour lui. Et donc, je lui fais de la place à côté des autres. Et je respire dedans jusqu'à ce que tout se calme. À la fin du processus, je n'aurai pas de réponse. Et première nouvelle, je suis toujours en vie. Parce que nous pouvons vivre sereinement sans avoir réponse à tout. Et nous avons tendance à l'oublier. Pour ceux qui sont un peu inquiets, respirez dans tous ces ressentis et sensations corporelles jusqu'à l'apaisement des sens. Prend en général quelques minutes, même si les exceptions ne sont pas rares. En fait, nous confions nos questionnements à la partie de notre inconscient, celle qui est sage, notre partie divine, notre partie omnisciente. Et au fur et à mesure qu'on va répéter ce processus, cette partie divine va nous guider progressivement vers la vérité. On va tomber sur des émissions de télé, on va tomber sur des vidéos, on va tomber sur des livres, sur des messages qui vont nous éclairer petit bout par petit bout. Parfois, c'est même au petit matin, au réveil, on ne sait pas ce qui s'est passé la nuit, mais paf, la lumière se fait. Mais oui, c'est ça. Mais oui, j'ai trouvé ma vérité. Parce que chacun de nous trouve sa propre vérité. Celle qui est juste pour lui, qui lui permet d'avoir une vie fluide avec lui-même et avec les autres et son environnement. Et la vérité absolue pour moi n'existe pas. Je trouve ma vérité, celle qui me convient, jusqu'à ce qu'une nouvelle thèse encore plus crédible ne vienne la détrôner. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous pensez questionner votre façon, pour ceux qui le font, de remettre votre entière et totale confiance aux experts pour prendre des décisions, est-ce que cela a bougé chez vous aujourd'hui? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je suis vraiment intéressée de savoir vos réactions. Avec ceci, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les experts. Loin de là, je pense qu'ils sont d'une extrême grande utilité. Ce que je dis, c'est que la totale confiance aveugle
l'unique personne en qui vous devez la déposer, c'est vous. Et ça passe par développer son esprit critique. Si le contenu de cette capsule vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner. Et déjà un grand merci pour toutes les personnes qui se sentent abonnées. N'hésitez pas à activer la clochette des notifications pour être sûr de recevoir toutes les vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Et je vous laisse sur la phrase de Buckminster qui dit « Pour changer les choses, il faut construire un nouveau modèle qui rendra inutile l'ancien. » Ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt.